Depuis tout petit, je suis allergique à l'injustice et au mensonge. Et donc, quand on m'a proposé ce projet, je trouvais qu'il y avait plein de choses à dire et j'étais ravi. Je voulais absolument remercier Michel Poniatowski pour la carte de séjour. Sans lui, mon père n'aurait pas pu rentrer en France. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. C'est nous les Africains. 2006, rappelez-vous, c'est le film indigène qui émeut l'opinion publique, qui découvre en réalité cette discrimination qui est insupportable pourtant, quand on s'y penche un peu, c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas, qu'on ne comprend pas. Un film a donc fait bouger les rouages de l'État et répare enfin une injustice. Les soldats coloniaux vont désormais toucher les mêmes pensions que les anciens combattants français. La décision a été annoncée ce matin au Conseil des ministres. On a eu une projection avec Jacques Chirac à Paris, aux côtés de Bernadette. Et à l'issue de la projection, il avait l'air complètement étonné, presque de l'histoire, que ce soit passé de cette façon-là, de voir les foyers Sonacotra à la fin, etc. Et en disant non, maintenant ça suffit, il faut agir, ces gens sont respectables. On a une dette d'honneur au moins vis-à-vis de ces gens-là, quoi. Le problème tient au fait qu'en 1958, on a cristallisé, pardon du mot, c'est-à-dire qu'on a bloqué les pensions de ces combattants qui venaient d'outre-mer. La cristallisation, c'est que normalement, quand vous touchez une retraite, vous y avez travaillé toute votre vie, elle est évidemment indexée au coût de la vie. Le coût de la vie augmente, donc il faut que votre retraite soit calculée, il y a un point d'indice. La cristallisation, c'est qu'on bloque le point d'indice. On dit à partir de maintenant, bien, même si le coût de la vie augmente, ce que vous toucherez ne bougera pas. Et on n'a rien touché. C'était profondément injuste. Alors ne dites pas qu'on n'a rien fait, parce qu'en 2002, j'ai pris la décision de décristalliser. Encore pardon du terme. Mais le niveau des montants reste très C'est tout à différent. fait exact. On a fait une augmentation non négligeable, qui a coûté beaucoup d'argent. Mais on n'a pas encore, et on en est loin, atteint la parité. Mais évidemment, quand la crise est arrivée et qu'il a fallu rattraper, réindexer les échelles, là, petit à petit, évidemment, c'est devenu plus important. Et surtout, le déficit entre ce que touchait un Français et ce que touchait un ancien combattant indigène s'est aggravé. Mon intention, c'est de poursuivre ce mouvement qui permette de rendre à ces combattants l'hommage qui leur est légitimement dû. Et nous, on y a cru. Mais on y a cru à fond, quoi. Même les premières déclarations de Chirac, on a dit, mais c'est bon, c'est réglé. On a fait un film, c'est formidable. Artistiquement, on est satisfait. Et en plus, il y a la vie de milliers de gens qui va changer parce que d'un seul coup, ils vont avoir les retraites revalorisées. Déclaration du Conseil des ministres également à la rentrée de septembre. Enfin, on s'avançait vers effectivement une décristallisation totale. J'étais aussi naïf que tout le monde, à savoir qu'on avait l'impression de nous d'avoir fait un beau film qui avait permis à des centaines de retraités, des milliers, de toucher des pensions comme les autres. Et en fait, on s'était fait avoir. Quelque part dans ce débat, au cœur de ce débat, c'est d'abord un débat de financier, d'argent. Et d'une certaine manière, vous savez, si un tirailleur sénégalais ou un goum marocain votait en France, le problème ne serait plus du tout le même. Ils ne votent pas. Je m'appelle Fatia Layadi, je suis professeure d'histoire dans un lycée de l'agglomération bordelaise et je voudrais vous raconter l'histoire de ma rencontre avec Mohamed Mechti, que j'ai appelé Ba Mohamed et qui est devenu mon grand-père de cœur. Il y a à peu près 5 ans, un ami m'a confié une cassette vidéo. En fait, il avait vu sur France 3 un documentaire, il avait été bouleversé par ce documentaire. Et il m'a dit, il faut absolument que tu regardes ça. Quelques semaines plus tard, j'étais toute seule à la maison et il se trouve qu'il y avait cette cassette vidéo, donc j'ai visionné cette cassette vidéo. Mechti, le dernier combat, ce documentaire m'a bouleversée. J'ai pas arrêté de pleurer. Je regardais ce vieil homme déambuler dans les rues de Bordeaux de manière anonyme et je me disais, mais... Je me disais, c'est pas possible. Jamais j'aurais pu imaginer que c'était des anciens combattants
issu des ex-colonies, qu'il s'était sacrifié pour la France et qui finalement était rejeté dans des foyers avec des conditions de vie complètement indignes de la République française. Donc voilà, donc j'étais marquée par cette histoire, j'étais marquée par ce personnage et je me suis dit, il faut que je le rencontre. Mechti, c'est un gars, moi, que j'ai toujours trouvé impressionnant, cette espèce de bonhomme très digne, très simple, avec une présence incroyable. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Hein. Mechti, c'est aussi et surtout sur Bordeaux et au-delà de Bordeaux, sur le territoire national et au-delà au Maroc, c'est le symbole de ce combat que mènent ici les anciens combattants issus des ex-colonies. C'était ça, c'était un combattant jusqu'au bout de sa vie, mais avec dignité, pas une espèce de criard, gueulard. Non. J'ai fait ça, je dois avoir ça. Voilà, il était toujours, comme au combat, comme pendant la Seconde Guerre mondiale et comme pendant l'Indochine, il a toujours été en première ligne. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est moi qui vous ai vu aux urgences l'autre jour. Oui. La disparition de Mohamed Mechti, cet oublié de la République, ancien combattant marocain, a été pendant plusieurs années le fer de lance d'une bataille juridique pour l'égalité des pensions militaires. Mohamed Mechti a réclamé le même traitement que ses anciens frères d'armes. Il est mort hier à Bordeaux. Mohamed Mechti, en fait, pour moi, c'était un homme profondément généreux. Et d'ailleurs, malgré tout ce que l'administration française a fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, il a survécu à la guerre d'Indochine. Et en fait, ce qu'il a épuisé, c'est ce dernier combat qu'il a mené. C'est ce combat contre l'administration française. Ce combat pour qu'il puisse réintégrer ses droits. En fait, Mohamed, c'était un grand homme. Il était peut-être trop grand, trop digne et trop honnête pour rentrer, pour s'inscrire dans cette histoire officielle qui en fait est trop étroite et qui a été écrite par des esprits trop étroits. Ce soir, j'ai de la peine, mais en même temps, je suis en colère. Et pendant 50 ans, on a bafoué leurs droits. Les pompes funèbres m'ont appelé. Après, m'ont appelé, me demandant en fait, l'armée allait venir. Est-ce qu'on dépose un drapeau français sur le cercueil de Mechti? Moi, j'ai appelé Fatia et tu m'as dit... La famille refuse. La famille refuse, il est hors de question que la France mette un drapeau français sur son cercueil alors qu'il s'est battu pendant 50 ans pour réintégrer ses droits. S'il a été bafoué dans ses droits, c'est parce qu'il avait la nationalité marocaine. C'est l'argument qu'on lui a donné. C'est pas aujourd'hui, le jour de sa mort, où on va se dire « Ah, finalement, il redevient français ». Quand il se battait pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'Indochine, il était considéré comme français. Le jour où il n'est plus dans l'armée, on considère que finalement, il est marocain et il n'a pas besoin de temps que ça pour vivre. Et le jour où il meurt, on récupère tout. On fait une récupération politique et on pose un drapeau sur son cercueil. Alors là, jamais. Non mais c'est pas possible. Jamais.
Le dernier combat de Mechti n'aura pas été vain parce qu'il aura remporté sa dernière bataille, l'une des plus difficiles certainement, celle du pot de terre contre le pot de fer. Après plus de 50 ans de discrimination, il aura vu l'administration française s'incliner devant le bien fondé de ses réclamations. Courant 2009, Mechti était passé de 79 € à 405 €, très précisément. En réalité, il avait droit à plus de 900 €. C'est la seule pension qu'il aura perçue au mois de décembre. Ce que je veux simplement faire passer comme message, c'est si vous avez constaté cette augmentation de votre pension militaire de retraite sur vos avis de versement, l'administration a essayé tout simplement, à mon sens, de vous endormir. Et vous devez agir, vous devez saisir l'administration pour obtenir le double. Le double. Mechti est passé de 400 à plus de 900. Donc, la guerre, véritablement, n'est pas terminée. Et je crois que Mechti avait justement cette lucidité et cette intelligence du cœur propre aux grands hommes. Il a combattu jusqu'au bout et il nous faut pour lui, mais aussi pour l'ensemble de ses frères d'armes, eh bien, poursuivre son combat désormais. C'est un personnage, je crois qu'on en rencontre une fois dans sa vie. Il vivait dans des conditions, mais je pense que personne n'aurait pu supporter. Et il avait tout le temps le sourire. Moi, je le revois quand il ouvrait la porte de sa petite chambre, là, qu'il me sautait dans les bras, ou qu'il faisait 2 pas de danse pour montrer qu'il était heureux. Ah tiens, mon fils, là. Ah oui, 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 oui. C'est pas bien. Salut. Je suis de vous. Ah, mon fils. Ça va, mon fils? Ça va et toi? Ça va. Et puis c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément. Il m'a apporté non seulement, je me suis mise à rechercher, à essayer de comprendre cette histoire aussi. Tous les documents de l'avocat, ministère de la Défense. Mechti, qui percevait 72 €, je crois, pendant toutes ces années cristallisées, s'est vu octroyer une petite augmentation qui ne correspondait à rien, à hauteur de 475 €, je crois. On ne sait pas pourquoi. Enfin, moi j'ai ma petite idée sur la question, c'est-à-dire que tous les anciens combattants ayant perçu une augmentation de leur pension, ceux-ci ont pu s'estimer remplis de leurs droits. Ça évite de faire des demandes à l'administration et d'éventuelles nouvelles procédures. On vous augmente un petit peu, estimez-vous heureux, hein, c'est de cet ordre. Et maintenant, il a plus de 900 € par mois quand même. Donc pour dire que la discrimination était plus supérieure à ce qu'on pensait, plus grave que ce qu'on pensait. On est passé de plus de 1 à 10, on est de l'ordre de 1 à 11, 12 en termes de proportion, ce qui est énorme, énorme. Quant au capital qui lui a été versé à hauteur donc de 40 000 et quelques €, il ne correspond qu'aux 2 ans d'arriéré. Donc il y a eu ce versement qui est indéniable, c'est un début, mais selon nous, ce n'est pas tout ce à quoi pouvaient prétendre ces anciens combattants. Après qu'il ait touché tout cet argent, il fallait qu'il se fasse aussi plaisir, parce qu'il ne s'achetait jamais de vêtements. Enfin, vraiment, quand il recevait son argent, c'était pour sa famille. Sa femme l'a quitté. Sa femme est partie un an, même pas un an avant lui. Et donc, en fait, tout l'argent, c'était faire en sorte que sa femme puisse vivre décemment au Maroc et surtout pouvoir payer tous les frais médicaux, parce qu'elle était très malade. Ah, quelle belle journée, hein? Et donc oui, le but c'était de se faire plaisir. Donc il nous dit, je vais m'acheter un manteau. Alors c'était assez marrant. Donc il voulait s'acheter un manteau et s'acheter un beau manteau. Donc nous voilà partis en plein mois de décembre, un week-end avant Noël, dans les magasins bondés de monde, à essayer de trouver un manteau, un par-dessus pour m'acheter.
Et en discutant, je lui dis mais quel budget tu veux mettre dans ton manteau? Il me dit bah je sais pas. C'est vrai que ça l'avait perturbé cette histoire d'argent parce qu'il n'avait plus du tout la notion de l'argent. Il me dit bah je sais pas moi 500 euros. شحال بغيت دير في المونطو؟ شحال بغيت تخلصو؟ وي مي الثمن. غادي يوصل 500 euros. Non. 500 euros. 500 euros. C'est la mauvaise. 500 euros, ça suffira pour un beau manteau. Alors que 500 euros, c'était à peine ce qu'il touchait chaque mois juste avant ça. On était presque fin décembre et c'était la première fois vraiment que je le voyais se faire plaisir, s'offrir quelque chose, penser à lui. Ça permet déjà de la souplesse aux épaules. Et malheureusement, il n'en a pas profité plus que ça, puisque un mois après, il est décédé. Il y en a encore plusieurs milliers qui attendent la revalorisation de leurs droits. Et si lui, il a obtenu au bout d'un mois et demi cette revalorisation, c'est parce qu'il s'est battu, qu'il est allé au tribunal, qu'il y a eu des avocats derrière, des associations pour l'aider. Il a été bafoué dans ses droits pendant 50 ans. Il ne faut pas que ça continue pour les autres. Il ne faut pas qu'on les laisse mourir à petit feu, qu'on attende finalement qu'ils repartent dans un cercueil pour pouvoir leur donner les honneurs de la République. Ils ne méritent pas ça. Il méritait de mourir auprès de ses enfants. J'essaie de faire ce que je peux en tant que maire de Bordeaux pour faire en sorte que la condition de sécurité ici soit le moins possible. Pour le reste, le législateur a déjà fait des choses, il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai. Il a fait quoi? Il a décristallisé les pensions les plus faibles. Il n'a rien fait concrètement. On les a laissés vivre dans 9 mètres carrés dans les foyers sous Nacutra. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une de ces chambres? Encore, ils ont fait des restaurations à côté. Les anciennes chambres, moi j'ai vu les premières chambres, c'était infesté de cafards. C'est pas possible. C'est vrai que c'est une responsabilité de tous les gouvernements successifs, vous avez dit depuis 50 ans. C'est ça. La gauche comme la droite, c'est passé le dossier et il s'est rien passé. Faire avancer les choses. Un politique lambda ne comprend pas trop le devoir de reconnaissance de ces hommes, voilà, parce que l'histoire militaire, il ne la connaît pas forcément très bien, et puis c'est des nuances un peu compliquées. Un militaire, pour lui, très souvent, moi qui n'ai pas fait mon service militaire et qui ne suis pas forcément perçu comme étant pro-militariste, considère que ces hommes, la France leur est redevable. C'est les finances qui bloquent derrière. C'est un problème de politique, c'est pas un problème de militaire. Moi, la plupart des militaires que j'ai rencontrés grâce à Eric depuis des années, d'une certaine manière, vantent ces soldats, vantent ces hommes, vantent leurs devoirs, vantent leurs valeurs combatives et trouvent qu'ils devraient avoir les mêmes pensions que les autres. Ça, c'est une vision de militaire, parce qu'ils ont un esprit de corps, les militaires. Et donc, dans leur esprit, un militaire voit un militaire, puisqu'il s'est battu au front et qu'il a, quelque part, fait ses preuves. Alors que les civils ne sont pas dans cette dialectique. Au moment des indépendants, c'est vrai qu'on va avoir un peu tendance à dire, eh bien, puisqu'ils ont, une phrase que j'ai 100 fois entendue, ils ont voulu être indépendants, qu'ils se débrouillent. C'est ça la phrase qu'on entend. Et c'est que tout récemment, finalement, à travers, je dirais, un peu tout ce qu'on qualifie un peu hâtivement de devoir de mémoire, qu'on a retrouvé ces vieillards qui hantaient, par exemple, les rues de Bordeaux, et tout d'un coup, on s'est préoccupé de savoir, mais qui étaient ces hommes? Mais je veux dire qu'il ne faut quand même pas oublier que pendant très longtemps, on les a totalement délaissés. Mais en tout cas, sur le temps, que de milliards économisés. Pour des gens, je le répète, qui ne votent pas aux élections, donc qui n'ont pas vraiment un poids politique capable de faire changer une politique nationale. Comme un homme, hein, comme tu dis. Oui. Elle est comme un homme. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. Mais en fait, si, on peut la choisir. Et avec Mechti, c'est ce qui s'est passé. En fait, c'était mon grand-père de cœur. Voilà, il a accepté de m'adopter et je l'ai accompagné, il m'a accompagné. Et c'est pour ça que quand il s'est éteint le 31 janvier à l'hôpital Saint-André à Bordeaux, je ne pouvais pas faire autrement que de continuer ce combat. C'est-à-dire que ce qu'il m'a transmis, ça ne pouvait pas être vain.
Et ça ne le sera pas, de toute façon, ça ne le sera pas. Donc, à mon petit niveau, ouais, avec mes petits bras, avec mes petits moyens, je pense que ce combat, on peut le porter haut. Oui. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي لاباس عليك؟ لاباس؟ أهلا. كذا مع الصحة. الله يبارك فيك. كلشي لاباس؟ La médaille militaire. En fait, c'est ça, quand ils ont une médaille militaire, ils touchent une petite pension par rapport à cette médaille. Oui, oui. Et là, c'est une pension annuelle. Exactement, oui. Toutes les médailles sont payées annuellement. Annuellement? Oui. Donc 7 francs 50 par an. Oui. Ici, au sein de l'entreprise Adoma, qui s'appelait donc avant la Sonacotra, qui est un bailleur social, qui est un opérateur public de l'État. Nous avons reçu à peu près, on va dire, 1100 anciens combattants marocains, qui se sont tous présentés ici et qui ont tous été accueillis. On leur demande de nous fournir un ensemble de documents. La première étape, c'est la carte de séjour. C'est à partir de ça que nous allons compléter le dossier pour demander à la CAF le RMI. La CAF ne commencera à livrer sa prestation, on va dire, qu'au vu de la carte définitive, parce qu'un récépissé, c'est provisoire. Et souvent, j'insiste là-dessus, parce que souvent la préfecture va contrôler, elle aussi, que la personne a au moins 90 jours dans une unité combattante. Au cours de l'entretien, on va lui poser la question. Ils ont déménagé, ils sont partis, ceci, cela. Oui, mais alors par contre, puisqu'il a une carte du combattant. Mais monsieur, le titre de séjour n'est délivré aux anciens combattants marocains titulaires d'une carte de combattant et après vérification, ceux qui ont au moins 90 jours dans une unité combattante. Voilà, ce monsieur n'a pas 90 jours dans une unité combattante, c'est lui-même le dit, et donc la préfecture, quand on fait la demande, envoie à Caen pour faire le point. Caen répond favorablement ou défavorablement. Sur ce monsieur, ils ont répondu défavorablement parce qu'il n'a pas 90 jours dans une unité combattante. Donc il ne peut pas avoir de titre de séjour, il ne peut pas séjourner en France et il ne peut pas y avoir d'ouverture de droit. C'est rare quand il n'y en a pas qui ont fait 90 jours. Quand on connaît leur histoire, ils étaient tous devant. Donc il n'y avait pas de planqué derrière. Mechti redoutait de mourir ici, en exil, loin des siens, et de rejoindre l'autre rive dans une caisse en bois. C'était sa peur, la seule chose qu'il ne voulait pas. Et il a dû pourtant s'y confronter, et malgré lui s'y résoudre. On devait normalement au mois d'avril organiser un voyage et partir avec lui au Maroc. Il m'avait dit je t'amènerai à Ouazane, je t'amènerai à Meknès et puis il me disait je te montrerai les endroits que tu n'as jamais vus et ça c'était aussi ce qui était prévu après. Un matin de juillet, je suis partie retrouver les 1000 facettes de ce grand-père, les 1000 sourires de son humanité. J'ai pris la route que l'on aurait dû faire ensemble et j'ai remonté les racines d'une histoire qui peut-être croisera la mienne. Avec ton père, c'est un peu mon père que j'ai retrouvé. Et quelque part, c'est aussi mon histoire. Tu vois ce que je veux dire, en repartant sur ses pas, c'est comme si je réécrivais mon histoire, je retournais sur ma propre histoire. Ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré ton père,
quand on a commencé à discuter, à sympathiser, en fait, il ressemblait à mon père. Tu sais, dans cette façon de se sacrifier pour sa famille, de laisser sa vie de côté pour faire en sorte que ses enfants puissent grandir correctement. Mon père, il a fait le même parcours, hein. Il a laissé sa femme au Maroc, il a laissé 3 enfants au Maroc, et il est venu travailler ici dans les mines. Et il a toujours tout pris avec ce fatalisme. C'est-à-dire, de toute façon, tout ce qui lui est arrivé, c'était pas grave. Ton père, il disait toujours, c'est comme ça. Mon père, c'est pareil. Il faut avancer. Donc c'est un symbole à plusieurs niveaux, ton père. C'est à la fois le symbole de ces immigrés qui viennent en France, mais de ces résistants. En fait, ils sont là, ils sont dans la résistance continuelle. Et quoi qu'il en coûte, il faut qu'ils aillent de l'avant. J'ai aussi choisi d'être à Meknès pour faire le lien autour de Mechti. Expliquer à ses proches comment il vivait en France, ces derniers jours, ses dernières volontés, afin que cette famille puisse ici faire son deuil. Mon père te considérait comme sa fille. Il nous a dit, voilà mes fils et mes filles, vous avez une sœur ici à Bordeaux. Alors, il faut faire attention. Si jamais il arrive un punaise, il faut l'accueillir et tout ça. On va faire une cérémonie de la pose de la pierre tombale. Et là, en arabe, c'est écrit « Là repose le corps de vétéran et l'un des héros, des anciens combattants de l'armée française, Mohamed Mechti, en arabe et en français. Né en 1919, décédé 31 janvier 2010 à Bordeaux, en France. Que son âme repose en paix. الله يخلي لهذه البلاد، الله يخلي لهذه البلاد، الله يحفظ ويحفظ وليداتهم، الله يستر الاسره العلويه، الله يحفظ الاسره الشريفه، الله يخلي القران الكريم، الله يحفظ المرحوم بالرحمه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي. Bonjour mademoiselle. Ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. J'ai appris que vous venez au Maroc pour l'affaire Mechti, pour voir la famille Mechti. Oui, on suit le... Oui, vous... il était en France, il a vécu en Voilà, France, on a ça. rapatrié le corps et puis maintenant on vient voir la famille. Moi, je suis un ami des enfants de Feu Mechti. Et mon père est aussi un ancien combattant, comme Feu Mechti. Alors, comme j'ai appris que vous êtes là, je voudrais vous soumettre le dossier de mon père, si cela ne vous dérange pas. Non, pas du tout, au contraire. Vous l'avez j'ai vous avez là? Oui, j'ai amené avec vous. Voilà, comme Feu Mechti, il a combattu pour la liberté de la France, finalement. Donc, actuellement, il vit dans les montagnes de l'Atlas. Mais sa retraite ne répond pas à ses besoins actuellement. Il a fait combien d'années d'armée? 15 ans, 15 ans, je crois, oui. Je sais que la France, parmi ses principes dans sa constitution, il y a la liberté. Mon père a combattu pour la liberté de la France. Il y a aussi la fraternité. Il a combattu auprès des Français. C'était ses confrères de combat. Mais il ne touche pas la même chose que ceux qui sont en France.
Donc il n'y a pas d'égalité. Or, nous arrivons à l'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre ceux qui ont combattu avec mon père en France et ceux qui sont ici avec mon père. Moi, ce que je peux faire, c'est prendre votre dossier, le montrer à Maître Joutot, c'était l'avocate de Monsieur Mechti. Oui. Donc, gentil, oui, qui, elle connaît cette Les situation. dossiers, voilà. Et en fonction, je pense qu'elle vous contactera pour vous dire quelle suite on peut donner à ce dossier. C'est très gentil, oui. Si votre père fait partie et dans la même configuration que ces 60 anciens combattants qui se sont battus, je l'espère nous aussi bien. on l'espère, parce que ça voudrait dire que finalement son combat, lui, il n'a pas été vain et que d'autres pourront en profiter autour. Nous sommes devant la tombe de ce grand combattant qui, dès son jeune âge, il s'est engagé auprès de l'armée française pour participer à la libération de la France. Voilà un homme qui a combattu sur plusieurs terres et aucune terre n'a voulu de lui. Il a fini sur sa terre, au Maroc. Il n'a pas hésité pendant 15 ans à rester loin de ses enfants, loin de son pays, pour mener ce combat. Maintenant, ce monsieur nous donne une leçon que quand on défend une cause légitime, on finit par avoir droit. Et comme on le dit en arabe, ما ضاع حق من ورائه طالب. شكرا. السلام عليكم. هذا ولد محمد مشتي. كثير حاج. مرحبا لاباس عليك. مرحبا بولد صديقي. بارك الله فيك. الله يرحمه. يا رب. الله يوسع عليه. يا رب يا رب. راه كنا اخوانا. هاي لله الحمد. لا اله الا الله. هو مدوز الحرب العالمي الثاني وانا كنا انا ومره. لكن انا كنت في رجال القوم شريفيان كيقولوا لهم الارمي شريفيان ديال الملك محمد الخامس رحمه الله. امين. وهو كان في التيريور، كان في الموسيقى، هو دولة الموسيقى. كان عنده الغيطة. كان عنده الغيطة والطبل. كذا يدوز. وشحال غادي تبقى هنا؟ غادي نبقى ان شاء الله حتى نهار 20 رمضان، لان لا كارت تقاضت لي لا كارت شيجور عندي نهار 7 في شهر 9 غادي نبدلها. ودابا ما غادي تعيد هنا؟ لا العيد ما نقدرش نعيد هنا. غادي تمشي لان خصني ندخل باش ما يشدوني في طنجة. طنجة الا صابوا ما 3 شيجور يرجعوني. هنا راه خصنا واحد ولا جوج في شهر 9 نمشي ان شاء الله. Aujourd'hui, il est enterré ici. Est-ce que le combat va continuer? Ça, je pose la question à ceux qui sont là-bas, les anciens combattants qui sont encore là-bas, ses amis. Est-ce qu'on va continuer le combat ou non? Voilà. On ne savait pas. Il m'a téléphoné un mois avant sa mort. Il m'a dit voilà, Abdelhaï, mon fils, voilà, j'ai gagné et je vais revenir chez moi. Mais je ne savais pas que dans un mois, il va revenir dans un cercueil. J'aimerais bien que le combat continue. On dit qu'avec le temps, on peut oublier tout, le chagrin, le malheur, la mort de nos proches. Mais je me sens incapable d'oublier cet homme. C'est une personne universelle. C'est notre père, mais c'est le père de tous ceux qui demandent leurs droits. C'est une école de la persévérance, de l'acharnement. Même si je passe ma vie à parler de lui, je serai incapable de dire qui est cet homme au juste. Tout ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'un autre homme prendra le flambeau, continuera le combat que menait cet homme. Que Dieu ait son âme. Quitter Meknès, retrouver Bordeaux pour reprendre le combat. Revenir ici comme le font sans cesse ces vieux guerriers qui rentrent en France honorer les contraintes de leur exil. Derrière leurs yeux éternellement fatigués, je lis cette fatalité lasse d'une pension gelée depuis 50 ans. Je lis cette usure d'une carte de séjour à renouveler tous les 10 ans, afin d'obtenir ce minimum vieillesse
qui les clouent à jamais en France 6 mois par an, et de réintégrer pour cela leur chambre d'infortune à Doma Sonakotran. El Mahdaoui, doyen des anciens, a 97 ans aujourd'hui, mais l'âge ne compte pas si l'on veut toucher ses droits et subvenir aux besoins des siens qui sont restés là-bas. Oui, à la base, je suis aussi militante. Je suis déjà sensibilisée à d'autres causes. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce vieux monsieur avec toute cette énergie se démener contre l'administration française, on peut qu'accompagner ce combat. Enfin, on ne peut pas les laisser seuls face à un combat pareil. C'est un combat politique, avant tout. قال لي دار لي التليفون قال لي غادي تجي اليوم على العشيه شحال نشوفوا الا لقيتو عليكم السلام ورحمه الله فاتحه هادي كاين حدايا ندوزو ليك الو السي عبد الرحيم احنا ما تمرثناش مع الطريق بلغنا صايمين الحمد لله ما ضيعنا شيء رمضان اي صمنا اليومين صمتها ايوا بالسلامة علي بلغ لهم سلام والله ايه هذه ليا اخلي عندك عندك لا واخا عيد شكرا Vous savez que ce combat, ça fait très peu de temps. D'abord, vous connaissez très peu d'hommes politiques. Vous ne pouvez pas en citer plus de 10 sur vos doigts qui se sont engagés sur ce combat politique depuis à peu près 20 ans. De gauche comme de droite d'ailleurs. Donc ce qui prouve que ce n'est pas une question très politique. Vous n'avez jamais vu des manifestations de masse de jeunes issus de l'immigration autour de ces questions. Ce n'est pas encore un sujet qui est rentré dans la conscience politique de cette jeune génération. Et troisièmement, vous n'avez pas encore eu aujourd'hui, sur cette question-là, une forme d'accord politique large de certains partis. Ce n'est pas une question qui est considérée comme majeure, puisqu'on a d'abord affaire à une question de morale et de connaissance. Et je pense que la plupart des élites politiques sur cette question s'en désintéressent totalement, parce qu'elles n'ont pas le sentiment que ni la nouvelle génération, deuxième, troisième, voire quatrième génération, ni au niveau de la morale républicaine et en gros de la morale de la nation, sent que c'est une obligation, puisqu'il n'y a pas de pression qu'ils subissent au quotidien sur leur marché. C'est ça quoi un homme politique? C'est quelqu'un qui écoute ce que lui disent son électeur. Ben, sur les marchés, vous n'avez pas des gens qui arrivent le matin et qui disent « Bon alors, vous en êtes où sous les pensions ?» En fait, quand on est au Maroc, là, il y a le fils d'un ancien combattant marocain. Il s'est présenté à l'hôtel avec ce dossier. Et là, il m'a demandé si son père pouvait bénéficier de la même revalorisation. Donc c'est ce monsieur-là. Ouais. Il a fait des démarches auprès du ministère. Ouais. Là, il y a tous ces documents, les médailles. Regarde, les services, les décorations. Est-ce que tu penses qu'il peut bénéficier, lui, des mêmes droits que... Alors attends, je regarde rapidement. M. Mechti là, on a... ou M. El Mahdaoui. Regarde, on a son état des services. État des services, il a été engagé en 1940. Il a été radié des cadres en 1956. Il a 16 ans de service. Donc oui, il remplit a priori les conditions pour avoir la pension militaire de retraite. Il perçoit déjà la pension mais cristallisée. Il a fait une demande, regarde, mars 2009 au ministère de la Défense, qui lui a répondu le 26 mai 2009 en lui disant qu'il était rempli de ses droits. Mais il s'est arrêté là, c'est ça le souci. C'est qu'il aurait fallu aller plus loin, aller jusqu'au tribunal administratif. Je pense que ça va être une bonne nouvelle pour la famille. Juste avant de partir au Maroc, j'ai entendu le discours de Nicolas Sarkozy. Tu sais, le discours du 14 juillet devant l'ensemble des chefs d'État africains, dans le cadre du cinquantenaire des indépendances africaines, là, pour le 14 juillet. Et là, il disait que toutes les pensions allaient être... les pensions des anciens combattants des ex-colonies seraient les mêmes finalement que les anciens combattants français. C'est pas la première déclaration de ce style, rappelle-toi, les déclarations de Chirac quelques années avant, 4 ans avant, il ne s'est rien passé entre-temps. La différence là quand même, c'est qu'il y a eu cette décision du Conseil constitutionnel.
28 mai 2010, qui a dit discrimination, c'est illégal entre les anciens combattants français et les anciens combattants des anciennes colonies. Donc c'est-à-dire que maintenant, parce que ces dispositions françaises sont discriminatoires, on est obligé, on a été sommé par le Conseil constitutionnel de faire le ménage dans notre législation et de rétablir une totale égalité. Il y a quand même deux réserves. Il faudra, première chose, que les anciens combattants des anciennes colonies fassent la demande. Imagine, c'est pas automatique, Il faut déjà qu'ils aient la connaissance, qu'ils aient la procédure à suivre. Enfin, voilà, il faut qu'ils fassent la demande. Et deuxième réserve quand même, il n'est pas question d'un arriéré, de payer un arriéré à ces anciens combattants. Hein, c'est-à-dire que ce sera à valoir pour l'avenir. De tous les combats à mener, celui contre l'administration est le plus long, le plus épuisant, car celle-ci détient un atout déterminant, le temps. Le temps qui file, s'effile, va lui permettre de fermer les dossiers, un à un, avant même qu'elle n'ait fini de décristalliser leur pension. Les anciens quittent le port de la Lune, doucement sans faire de bruit, la nuit, dans des caisses en bois. Et il nous faut apprendre aux grands-pères que la fatalité n'existe pas. On a reçu quelques semaines après son décès un courrier de la Caisse des dépôts qui nous demandait de leur transmettre les adresses et les noms des héritiers de Mohamed Mechti pour voir si ils pouvaient recouvrer l'allocation de solidarité pour les personnes âgées qu'ils percevaient. La Caisse des dépôts, donc, dans son site de Bordeaux, gère un certain nombre de régimes de retraite et aussi un certain nombre de régimes de solidarité sociale, dont l'APSA, c'est-à-dire l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, c'est-à-dire en fait l'ancien minimum vieillesse. Alors, s'agissant de Mohamed Mechti, effectivement, il percevait une pension militaire de retraite dérisoire, hein, qui était, on va retrouver vite, qui était de 79,64 € par mois. Et en complément de cet obol, il percevait le minimum vieillesse. C'est obligatoire lorsque l'on a effectivement des revenus aussi dérisoires. Le minimum vieillesse lui était dû, avec la condition quand même qu'il réside ici en France majoritairement. Donc en fait, un ancien combattant qui a une pension de retraite qui est de l'ordre de 50-70 € complète avec l'ASPA. Voilà, absolument. Pour pouvoir avoir un revenu d'à peu près 600 et quelques euros. Oui, c'est ça, on est entre 600 et 700 € au maximum. Mohamed Mechti est décédé le 31 janvier 2010. Avec mon compagnon, on s'est occupé de ces obstacles. Donc nous avions délivré à la Caisse des dépôts un acte de décès. La Caisse des dépôts nous a renvoyé un document, enfin une lettre, un courrier. Voilà le type de document. Alors, on lui demande projet de déclaration de succession aux services fiscaux afin de déterminer s'il y a lieu de recouvrer l'allocation supplémentaire. L'allocation supplémentaire, c'est une partie du minimum vieillesse. L'État demande le remboursement, ce qu'on vous a versé d'une main, on va vous le verser d'une autre, donc on veut récupérer. Bon. Déjà, je leur souhaite bon courage parce que pour recouvrir le minimum vieillesse, c'est dérisoire, ça leur permettait à peine de vivre, hein, ça leur permettait de survivre. L'administration est en droit donc de récupérer en gros la mise qu'elle lui avait versée. Et, donc c'est pour ça que, en l'occurrence, la Caisse des dépôts demande quels sont les héritiers pour évaluer l'héritage lié au décès de M. Mechti. Donc demander le remboursement de cela, non seulement c'est pas très honorable, c'est même plutôt pitoyable, mais... mais c'est parfaitement injuste, discriminant, non respectueux de la dignité humaine. Ça touche notamment, effectivement, y compris après la mort, les travailleurs migrants, les anciens combattants continuent d'être discriminés, y compris après le décès. Ouais, il est bien évident qu'on connaît très très bien la famille et les héritiers et qu'on ne donnera jamais l'adresse. Après, si la Caisse des dépôts veut se rendre au Maroc et mener une enquête, ça les regarde.
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا وللمسلمين الله يتقبل الله يرحم لك الوالدين وخاف معنا وفهم هذا الناس اللي قاريين قلنا ما الحقد هاد الناس ضايعين فيها. هذا المدير اللي درناه البروسي ملي كنت انا بالمترايه في بوردو هو شعل مخلق قلتيها لي؟ لا ما قلتهالوش دابا وصلوها. انت خصك تعطي لهم شويه قبيله. Je pense que s'ils ont été aussi longtemps écartés de l'histoire officielle, c'est pas seulement pour des raisons financières. Il y a aussi des raisons politiques derrière. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la République est convaincue qu'elle a apporté des bienfaits aux colonies. Il y a cette phrase terrible du général Messimy en 1914 qui dit « L'Afrique nous a coûté des flots d'or et de sang. Cet or et ce sang, elle doit nous le rendre au centuple. » Ce n'est pas du tout une phrase d'un type cynique. Au contraire, il est plutôt considéré comme un progressiste. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la France est tellement convaincue de sa mission civilisatrice. Elle est tellement convaincue qu'elle a apporté des bienfaits, qu'elle a apporté la santé, qu'elle a apporté des écoles, des ponts, des ports, des hôpitaux, qu'elle dit, ben voilà, maintenant, braves indigènes, à vous de nous rendre par votre courage et par le don de votre corps à la patrie, tout ce qu'on a investi chez vous. Les raisons politiques, on peut les comprendre au moment de la décolonisation. J'ai quand même un peu plus de mal à les comprendre maintenant, 50 ans après les décolonisations. Et je pense que là, le combat, il faut l'élargir, il faut aller beaucoup plus loin. Parce que si on veut gagner ce premier combat, il faut pouvoir aussi sensibiliser les gens. Et on ne les sensibilise qu'à travers l'enseignement de cette histoire. En plus de ce travail, on est allé récolter les paroles de ces anciens. On a enregistré les paroles de ces anciens qui racontent leurs faits d'armes. Ce qui est surprenant, c'est que si vous regardez les manuels d'histoire des années 50-60, ils étaient omniprésents. Les manuels scolaires de l'époque vantent, montrent, parlent, emblématisent même le rôle de l'indigène parfait en montrant et en mettant en exergue ces combattants qui sont par définition des indigènes. Je coupe Pascal, c'est important, il y a même un abécédaire dans lequel les enfants apprennent à lire, et la lettre T c'est comme tirailleur, Z c'est comme zouave. Il y a même un manuel, rappelle-toi, qu'on avait trouvé B, en 40... c'est brave comme un noir, donc voilà. Le petit guide Boubou Soldat qui sort en 44, c'est l'histoire d'un petit noir dans une jeep qui vient libérer la France, et au loin on voit la tour Eiffel, et il est parti de Koufra, au fin fond de la Libye, donc il y a toute une mise en scène, y compris dans la bande dessinée, dans les films de fiction, dans les manuels scolaires, qui va glorifier ces hommes. Arrivent les indépendances en 60. Tout change. On efface pas simplement les tirailleurs sénégalais, les goums marocains, les soldats vietnamiens ou antillais, on efface toute l'histoire coloniale de nos manuels scolaires. Donc, entre autres, ces soldats coloniaux, qui donc disparaissent dans ce qu'on va appeler les tiroirs de l'histoire. Puis on va commencer à redécouvrir ces questions dans la société française et donc dans les manuels scolaires à partir des années 80-90. Mais on va commencer par d'abord parler de la guerre d'Algérie dans ces retrouvailles, entre l'histoire, la mémoire, le savoir, la connaissance. Et là, il y a une absence totale de ces soldats coloniaux, parce qu'à l'époque, ils sont mal vus, ces soldats coloniaux. Parce qu'ils sont considérés comme les supplétifs du système colonial. En gros, les harkis de l'histoire. On a initié tout un travail de mémoire et d'histoire en lien avec des historiens et des associations. Et il y aura cette exposition le 31 janvier autour de Mohamed Mechti pour que cette mémoire puisse être transmise à vous, la jeunesse, et qu'on puisse se remémorer ce qu'ont fait ces hommes pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la guerre d'Indochine. Ils ont porté un certain nombre de valeurs, de liberté, notamment quand ils ont combattu contre l'armée nazie. Quand on arrivera déjà à faire en sorte qu'ils intègrent les manuels scolaires, qu'ils ne soient pas dans les commémorations officielles bien à l'écart, comme une plante verte qui permet de décorer, je pense que là déjà, on aura fait un grand pas. Et c'est que très tardivement, au début des années 2000, que va revenir l'image parfaitement paradoxale du soldat colonial, à la fois comme victime de l'histoire par rapport à ses pensions, par rapport à ses retraites, par rapport à son sacrifice, il s'est retrouvé dans des guerres qui n'étaient pas les siennes, et en même temps comme figure emblématique aussi de notre histoire collective. Pourquoi ? Parce que la seule image connue, archi-connue par tous les Français, qui elle va traverser toute l'histoire et qui n'a pas disparu, c'est la publicité Banania. Et la publicité Banania nous montre un soldat colonial. C'est donc en fait, derrière l'absence ou l'omniprésence d'images, il y a une image qui raconte tout le siècle. On va bientôt fêter le 100e anniversaire de la création de cette image, en quelques années. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, cette image, elle est tout le temps au paradoxe et dans la contradiction de la lecture du passé colonial. Par moments, elle est victime. Par moments, elle est coupable.
Par moments, elle est un héros paradoxal. Par moments, elle est un héros presque emblématique de ce qu'est la France qui appelle ses hommes à combattre à ses côtés. Et d'autres moments, de l'asservissement total de ces hommes qu'on a même été envoyés la mort au fond. Mechti m'a appris l'essentiel. Il m'a fait comprendre que le combat ne se gagne pas en une seule fois, mais que la ténacité souriante permet de déplacer la montagne administrative au profit du droit des hommes à vivre dignes. Aujourd'hui, Bordeaux la Magnifique nettoie ses façades fièrement pour oublier le bois d'ébène qui a façonné sa richesse et se donne une virginité nouvelle grâce au label UNESCO. Mais les hommes anonymes qui construisent le cercle de la vie, oubliés de la République, résonnent à chaque pas, réveillant nos mémoires endormies. Mechti n'a pas combattu en vain, et son nom aujourd'hui signe le chapitre où des vieillards fatigués mais dignes ont refusé la fatalité de l'oubli et demandent toujours le respect qui leur est dû. C'est comme ça. C'est comme ça. Mohamed Mechti, Mohamed Mechti, sama xel dem caare yoo doomi Afrique yañu bama bama bam. Le vieux lion du désert ne meurt jamais, car la petite lionne continue son combat. Duma jaay man samam ne damay way man samam ne dere jooju ñu turoon bañ leeni boma 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 bam mooy sama galaay.